Il a 34 ans aujourd'hui. Il a remporté 85 titres dans sa carrière, dont 19 en Grand Chelem et 12 à Roland-Garros. En 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018 et l'an passé en 2019. Il est espagnol, Rafael Nadal. C'était il y a un an et désormais il compte 87 titres, dont 20 titres en Grand Chelem et 13 à Roland-Garros. Comme chaque année, il sera favori pour sa propre succession dans le Grand Chelem parisien. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans la carrière de Rafael Nadal et plus précisément sur ses performances sur terre battue pour tenter de comprendre les secrets de ses succès. Parce que oui, l'Ibérique est bel et bien le GOAT sur ocre. Si tu veux avoir des analyses détaillées du circuit ATP et WTA, ainsi que des pronostics sur les principaux matchs de tennis, alors abonne-toi et clique sur la petite cloche. 3 ans après, quelques cheveux en moins et un petit peu plus de barbe, il est temps pour moi d'actualiser la vidéo que j'avais faite, que tu peux retrouver ici. Par simplicité, l'ensemble des statistiques que je vais énoncer prennent en compte les résultats du Mallorquin jusqu'à fin 2020, soit 19 saisons. À l'heure où je tourne cette vidéo, le tournoi de Rome 2021 vient de commencer. Sur terre battue, Rafael Nadal, c'est 60 titres, 70% de ses trophées, 25 Masters 1000, 11 à Monte-Carlo, 4 à Madrid, 9 à Rome, 1 à Hambourg en 2008, 491 matchs disputés, 449 victoires, 42 défaites, 91% de victoires. Rends-toi bien compte, cela signifie que quand un joueur rentre sur le court contre l'Espagnol sur terre, il a plus de 9 chances sur 10 de perdre. 42 défaites, c'est moins que le nombre de défaites de Djokovic en Grand Chelem, 45 sur 350 matchs disputés. 102 matchs disputés à Roland-Garros, 100 victoires, 2 défaites contre Soderling en 2009 et Djokovic en 2015. À titre de comparaison, c'est 11 défaites de moins que Federer à Wimbledon, 13 défaites, et 6 de moins que Djokovic à l'Open d'Australie, 8 défaites. Bref, sur terre battue, tu as 91% de chances de perdre contre Rafael Nadal et à Roland-Garros, tu as 78% de chances de prendre 3-7. Autant te dire que c'est pas très encourageant quand tu es l'adversaire de l'Ibérique sur terre battue. Au niveau des confrontations, contre les numéros 1 mondiaux, c'est 16 victoires pour 5 défaites, contre des top 5, 53 victoires, 13 défaites, contre des top 10, 94 victoires, 19 défaites, et contre des top 20, 150 victoires pour 27 défaites. Par rapport à ces deux rivaux, c'est contre Federer 14 victoires et 2 défaites, et contre Djokovic 17 victoires pour 7 défaites. Ces statistiques t'ont coupé le souffle, alors attends celle-ci. Lorsqu'il s'est imposé face à Rafael Nadal le 9 avril 2005, en quart de finale du tournoi de Valence, Igor Andreev n'imaginait sans doute pas qu'il faudrait attendre plus de 2 ans pour lui trouver un successeur. Après sa défaite face aux Russes, l'Espagnol a en effet enchaîné 81 victoires sur terre battue, soit 13 titres consécutifs. Série débutée face à Gaël Monfils au premier tour du tournoi de Monte-Carlo 2005 et achevée lors de sa défaite face à Roger Federer en finale à Hambourg en mai 2007. C'est la plus longue série d'invincibilité sur une même surface dans l'histoire du tennis. Voici les adversaires à avoir triomphé au moins une fois du Mallorquin sur terre. Rocus, Coria, Correia, Gaudio, Lapenti, González, Moya, Ferrer, Mutis, Andreev, Federer, Ferrero, Soderling, Djokovic, Verdasco, Zeballos, Almagro, Fognini, Murray, Wawrinka, Thiem, Cuevas, Tsitsipas, Schwartzmann, Rublev et Zverev. Alors, qu'est-ce qui rend Rafael Nadal si fort sur cette surface? C'est ce que nous allons voir. Rafael Nadal excelle sur terre car il sait parfaitement utiliser les spécificités de la surface à son avantage. L'ocre est une surface lente où la balle rebondit plus haut après l'impact avec le sol, contrairement au dur et au gazon. En effet, la terre va réduire la vitesse de la balle après rebond. La finalité, donner plus de temps aux joueurs, et Nadal adore avoir du temps supplémentaire. Richard Mille ne dira pas le contraire, comme nous le verrons plus tard dans la vidéo.
Pour rentrer plus dans les détails, nous pouvons parler de deux facteurs. Le coefficient de restitution du rebond. Une balle tombant de 1,80 m rebondira environ 1,30 m sur terre et seulement 1 m sur gazon. Et le coefficient de friction. Une balle va perdre 40% de sa vitesse initiale après rebond. En 3 mots, surface lente, rebond plus haut, temps supplémentaire. Et tous ces effets sont amplifiés avec des températures élevées et un temps sec. Oh mais attends, la tournée européenne ne se joue-t-elle pas d'avril à juin, pile poil, quand le soleil pointe le bout de son nez? Si même la météo s'y met, on peut rien y faire. Hein. Enfin, à Roland-Garros, nous pouvons parler du recul dont dispose le court Philippe Chatrier. 10 mètres de recul. Qu'est-ce que l'on dit déjà? Plus c'est grand, plus c'est bon? Ah non, ça c'est pour autre chose. Plus sérieusement, avec ce recul, cela met en exergue encore plus les qualités défensives de Rafael Nadal et ça a accru la frustration chez ses adversaires. Il s'agit du premier coup de raquette dans l'échange et dès cet instant, Rafael Nadal fait la différence. Pourquoi? Dans un premier temps, car son état d'esprit au service est différent. Il n'a pas forcément besoin d'être agressif et de prendre des risques lors de son premier engagement. Il sait qu'il peut prendre l'avantage autrement. C'est cela qui explique les 2% supplémentaires de première qu'il a sur Ocre. Et il en va de même pour la relance, souvent trop neutre sur les autres surfaces. Sa position très lointaine sur le court lui permet de remettre énormément de balles en jeu, couplé avec sa couverture de terrain. Il devient très compliqué de faire des points, même quand l'adversaire est au service. Bilan des courses, 33% de break réalisés en carrière et 43% sur terre battue. 10% de plus, c'est une différence notable et c'est là qu'il exploite à merveille les spécificités de la surface. La terre étant plus lente, en se reculant volontairement pour relancer, cela permet une préparation optimale des deux côtés avec sa grande gestuelle en coup droit. Peut-être que pour toi ces données sont trop macro. Prenons un exemple concret. Ces matchs contre Novak Djokovic. Pour rappel, depuis la finale de l'US Open 2013, il y a 9-0 en faveur de Djokovic contre Nadal sur dur. Pire encore, il y a 19-7-0 pour le Serbe. Sur terre, pour la même période, c'est plus équilibré. 4 victoires, 5 défaites. La principale explication, cette capacité de Djokovic à dominer la dynamique du service-retour sur une surface rapide contre l'Ibérique, avantage qui n'est plus sur terre comme tu peux le voir. Le Serbe perd 10% sur les points gagnés derrière sa première et seconde, donnant lieu à 20% de jeux de service en moins tenus. Pour toi, ces écarts sont peut-être mineurs, mais ô combien importants dans de tels face-à-face. Parce que oui, dans les moments chauds, sur terre battue, Nadal va user de son service slicé extérieur. Nadal est gaucher, ainsi côté avantage, en utilisant un slice au service, il va museler le relanceur dans un coin du terrain sur son côté revers, l'obligeant à faire un retour assez faible et ainsi l'Espagnol aura tout le court ouvert pour faire un coup droit long de ligne. 79% du temps, le premier coup de raquette après le service de l'Ibérique est un coup droit. Il peut facilement tourner autour de son revers. Pourtant, ses services sont rarement très puissants, 177, 185 km/h en moyenne pour sa première balle et 160 pour sa seconde. Ces deux services fonctionnent très bien et mettent généralement l'adversaire dans une position défensive d'entrée de jeu, là où Nadal peut ensuite dicter le jeu avec son coup droit et son énorme lift. Je ne vais rien t'apprendre en te disant que le Mallorquin est connu pour la qualité de son coup droit et l'effet qu'il lui imprègne. Son lift peut aller de 3600 à 5500 rotations par minute. Et sur terre, comme la balle adhère plus au sol pour prendre l'effet désiré, autant te dire que cette dernière n'est pas facile du tout à contrôler pour ses adversaires. Mais nous pouvons aller plus loin dans l'analyse. Pourquoi le lift est-il si efficace sur terre battue, contrairement à une frappe tendue à plat? Les deux principales raisons sont les suivantes. La trajectoire de la balle. Si le joueur est dans une position offensive, d'attaque, c'est-à-dire à l'intérieur du court, les deux frappes se valent sur terre battue. C'est même la frappe à plat qui l'emporte étant donné que le coup va être puissant et plus profond. Néanmoins, et comme c'est souvent le cas sur Ocre, la différence va se faire dans la phase défensive, quand le joueur est loin derrière sa ligne.
En effet, une frappe liftée s'en sort beaucoup mieux qu'une frappe tendue. Il y a plus de sécurité par rapport à la hauteur du filet, contrairement à la frappe à plat qui a toutes ses chances de se mourir dans le filet, hauteur par rapport au filet trop basse, ou au contraire sortir du terrain si le joueur souhaite donner plus de hauteur à sa frappe tendue. Le tout s'explique par l'effet Magnus, et je ne parle pas de Magnus Norman bien évidemment. Pour les plus scientifiques d'entre vous, l'effet Magnus c'est quoi? C'est qu'il y a une plus grande force vers le bas qui est exercée sur les objets en rotation, ici une balle liftée, contrairement à une balle à plat. Et la deuxième raison qui explique que le lift est si efficace sur terre battue, c'est le rebond. Nous en avons longuement parlé précédemment. Sur terre, après l'impact au sol, la balle va perdre une partie de sa vitesse. Or, la vitesse est l'une des forces des frappes tendues, à l'inverse du lift, et cela affecte également le service. La terre battue est une surface lente. Plus c'est lent, plus tu gagnes du temps. Et Nadal utilise précieusement ce temps supplémentaire pour tourner autour de son revers et frapper avec son énorme coup droit lifté qui fait si mal. C'est QFD. Les compétences athlétiques de Rafael Nadal sont également à souligner. Bien qu'il ait perdu en vitesse sur ses déplacements latéraux, même à presque 35 ans, faire un point contre lui reste compliqué. Il a cette couverture de terrain et ce jeu de jambes qui va parfaitement à la terre battue. Et ce lift imprégné combiné à tout cela donne un coup supplémentaire à jouer pour ses adversaires. À force que la balle revienne, le joueur se frustre, force sa frappe et va à la faute. À première vue, il suffirait d'avoir un bon lift, que le physique tienne pour exceller en défense et que Météo France soit indulgente. Or, cela va bien plus loin. Si Rafael Nadal est si performant sur terre battue, c'est également dû à son intelligence tactique pour construire un point. Sur une surface si lente, il est difficile d'espérer faire un point entre 2 et 3 coups de raquette. Il faut s'armer de patience et avoir une réelle construction dans l'échange. Nadal excelle dans ses schémas de jeu en repoussant souvent ses adversaires droitiers sur leur côté revers pour s'offrir ensuite la possibilité d'aller à contre-pied, longue ligne ou encore de tenter un amorti. Avec sa vitesse de raquette et son énorme lift, il génère énormément de puissance côté coup droit qui peut devenir problématique pour ses adversaires. Les victoires de l'Ibérique sur terre battue sont riches d'enseignements, tout comme ses défaites. Reprenons les statistiques au service de Nadal en décomposant cette fois-ci entre ses victoires et ses défaites. La différence est flagrante, notamment sur le pourcentage de points gagnés derrière sa seconde balle. 14% de moins en fonction du résultat. Ainsi, l'une des clés pour battre l'Espagnol sur terre est de dominer ses secondes balles. C'est-à-dire remettre la balle en jeu et se donner l'opportunité de rentrer dans un échange pour mettre l'Ibérique sous pression. Il faut impérativement remettre la balle en jeu car dans ces moments de doute, Nadal peut jouer très court. Ainsi, ces 5 clés expliquent pourquoi Rafael Nadal est autant dominant sur terre battue et pourquoi c'est le GOAT indiscutable de l'ocre. Sera-t-il aussi dominant cette année à Roland-Garros où il visera un 21e titre en Grand Chelem? Nous le saurons très vite. Et toi, qu'en penses-tu? Je te propose qu'on en débatte ensemble dans les commentaires. Et si l'analyse t'a plu, n'hésite pas à smatcher le pouce bleu. Nous on se retrouve très vite. D'ici là, porte-toi bien. Ciao ciao tout le monde.